Bon, bonjour, merci d'être là. Je m'appelle Alexis Brice et je suis généticien. En fait, génétique médicale, donc la partie de la génétique qui s'intéresse aux maladies chez l'homme et la femme, hein, bien sûr. Et puis, je travaille dans un institut, je travaille à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris, et dans un institut de recherche sur le cerveau. Donc, si vous avez des questions sur la génétique et sur le cerveau ultérieurement, n'hésitez pas à les poser. En tout cas, je ne vais pas vous faire un cours, ni une conférence, mais juste un petit survol, parce que ce que je voudrais, c'est qu'on puisse échanger et que vous puissiez poser des questions sur des choses que vous voyez en cours ou dans la vie ou qui vous interrogent sur le présent, le futur, etc. Donc voilà, n'hésitez pas. Je serais ravi de pouvoir échanger avec vous si vous avez des interrogations, et je suis sûr que vous en aurez. Donc, j'ai appris que vous aviez déjà bien avancé en génétique, donc ce que je vais vous dire ne va pas être très compliqué pour vous. Mais je le répète quand même. Voilà, donc on parle de génétique parce qu'on a tous un patrimoine génétique qui est dans notre noyau et qui est formé de l'ADN avec ses 4 bases et son code génétique, et puis qui est replié un certain nombre de fois pour former ces chromosomes qui sont tout petits et compacts et qui sont situés dans le noyau de chacune de nos cellules. Et c'est pour ça qu'on parle de génome nucléaire. Donc ce génome ici, tout cet ADN est compacté et il est présent dans le noyau. Et il fait à peu près 3,5 milliards de paires de bases. Donc c'est un document énorme qui est dans le noyau de chaque cellule. Donc ADN nucléaire. Et puis à côté de cette très grande ADN, il y a un autre ADN dans notre organisme. Vous savez lequel c'est? C'est l'ADN mitochondrial. Parce qu'à côté du noyau, il y a dans la cellule des organites, et la mitochondrie en fait partie. C'est un organite qui est en particulier chargé de produire de l'énergie pour faire vivre et fonctionner la cellule. Et cette mitochondrie est un petit organite qui contient aussi un matériel génétique qui est très différent puisqu'il est tout petit, très compact et circulaire. Ce n'est pas un long fil d'ADN, c'est une molécule circulaire d'à peu près 15 000 paires de bases. Donc 15 000 dans la mitochondrie, 3,5 milliards dans le noyau des cellules. Donc c'est vraiment pas comparable. Et dans la mitochondrie, il y a des tas de protéines qui sont sur place. Certaines sont synthétisées par ce génome mitochondrial et d'autres par le génome nucléaire. Donc, mais ça, vous le savez, l'ADN, il code, et il code pour des protéines et par l'intermédiaire d'ARN messagers qui sont traduits. Vous avez vu la transcription, la traduction, et donc ils produisent des dizaines de milliers de protéines. Et ce qui est intéressant, c'est que le génome mitochondrial, outre le fait qu'il est tout petit, qu'il est circulaire, il a la particularité d'être transmis uniquement par les femmes. Le génome nucléaire de chacun d'entre nous provient pour moitié de chacun de nos parents. C'est à la méiose, il y a des divisions qui font que chaque gamète comporte la moitié du patrimoine génétique d'un individu, et donc combiné avec l'autre moitié provenant de l'autre parent, ça va faire un individu entier avec 2 N chromosomes. Le génome mitochondrial, lui, pas du tout. Il est uniquement transmis par les mères,
Et donc, quand il y a une anomalie du génome mitochondrial, par exemple, eh bien, on voit le phénotype, vous avez appris ce que c'est, l'expression du génotype. Le phénotype va être transmis uniquement par des mères et va pouvoir toucher aussi bien des garçons que des filles, mais la transmission ne peut pas être paternelle. Donc, ce génome mitochondrial, il nous renseigne en fait sur la lignée maternelle d'un individu, puisque toutes les mitochondries sont transmises d'un enfant par sa mère et donc sa grand-mère maternelle, etc. On peut remonter toute la lignée maternelle qui est responsable donc de la transmission de ce petit génome. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dessus ? Donc, on a dit que dans le noyau, il y avait ces 22 chromosomes dits autosomes, plus une paire de chromosomes sexuels, X, Y, et donc qui déterminent le sexe d'un individu. Vous avez dû voir ça. Et puis, le long des chromosomes, vous avez des gènes alignés. Il y en a plus de 20 000 dans le génome humain. Jusque-là, j'imagine que tout ça, vous le savez. Alors, qui rigole, la prof. Donc, pour prendre une analogie, celle d'une bibliothèque géante, le génome humain, c'est 3,5 milliards de paires de bases. Si on les écrivait, ça représenterait une véritable bibliothèque. Chacun des chromosomes, vous avez vu, c'est 22 paires de autosomes plus les 2 chromosomes sexuels qui forment donc cet ensemble de cette bibliothèque. On peut les séparer par des livres ou des encyclopédies quasiment de chacun d'entre eux. Et puis si on va à l'échelle suivante, eh bien, les gènes pourraient être dans ces livres des chapitres plus ou moins grands. Il y a des petits gènes, il y a des grands gènes, ça dépend desquels. Et quand on s'intéresse aux maladies d'origine génétique, eh bien, les mutations sont finalement comme des fautes de frappe dans le texte. Et donc, il suffit d'introduire une mutation, donc une faute d'orthographe, une faute de frappe n'importe où dans ce livre pour avoir des conséquences. Alors la plupart ne vont pas avoir de conséquences, elles ne vont pas changer le sens du texte, mais quand elles sont localisées dans des régions importantes pour le fonctionnement du génome, par exemple dans la séquence codante d'un gène, eh bien, elles vont se traduire par une maladie génétique et donc avoir un phénotype. Mais ça veut dire que, vous voyez, on peut... dans notre ADN, il y a 3,5 milliards de paires de bases et on peut certainement en changer beaucoup sans que ça ait une influence sur le phénotype d'un individu. Et donc, ce qui est important là, c'est que finalement, et ça c'est une affiche qu'il y a à Londres au Wellcome Trust, une fondation caritative qui soutient beaucoup la recherche et qui dit que toutes les cellules de votre organisme contiennent le matériel génétique et que ce matériel génétique finalement porte l'information qui fait que vous êtes vous. Parce que chacun d'entre nous a finalement un matériel génétique qui est très similaire, mais qui peut être différent. Si vous regardez des vrais jumeaux ou jumelles, ils sont quasiment identiques parce que finalement leur composition génétique est quasiment identique et donc ils vont se développer selon un plan qui fait qu'ils sont vraiment apparemment indistinguables. En réalité, il y a quand même des petites différences parce que lors de la mitose, lors des divisions cellulaires, il peut y avoir des mutations qui sont introduites et qui vont faire que dans l'organisme de l'une ou de l'autre de ces jumelles, il peut y avoir quand même de petites différences. Et puis voilà, la génétique, c'est évidemment quelque chose qu'on hérite de ses parents.
illustré ici avec les rayures horizontales et verticales, et l'enfant est finalement le résultat d'une partie du patrimoine génétique de chacun de ses parents. Alors les maladies génétiques, on les détecte avec le séquençage du génome, et on regarde entre un patient et un individu témoin qui n'a pas la même maladie, s'il y a une différence dans un gène donné. Et ici, on voit que, vous voyez ici, dans cette région qui correspond à celle-là, il y a une différence. Et c'est cette faute d'orthographe dans le grand livre des gènes. Et puis la génétique, c'est important aussi parce qu'il n'y a pas que les maladies, mais il y a aussi la place de l'homme par rapport aux autres espèces dans le monde, puisque toutes les espèces vivantes ont comme support à leur existence un matériel génétique qui est fait aussi d'ADN. Et en comparant l'ADN de différentes espèces, on peut remonter et voir quel est le lien entre ces différentes espèces. Vous savez qu'on a, avec le génome des primates, des autres primates, les singes, et on a un certain nombre de différences, mais ils sont quand même très proches parce qu'il y a eu une divergence il y a une dizaine de millions d'années entre ces espèces, et donc elles ont évolué à partir d'un ancêtre commun, et elles se sont différenciées, elles sont devenues plus distantes les unes que les autres, mais c'est vraiment quelque chose d'assez minime en termes de pourcentage du génome qui varie entre un être humain et un primate. Et puis quand on s'éloigne des espèces, on se rend compte que on va retrouver dans des espèces même très éloignées, même chez la mouche par exemple, ou dans des vers, des gènes qui sont assez conservés d'une espèce à l'autre. Et puis, comme dans le génome, il y a la partie codante des gènes qui représente une toute petite portion du génome. C'est dans ces gènes qu'on va trouver la plus grande conservation, puisque il y a des contraintes qui font qu'une protéine va pouvoir évoluer, mais dans un certain cadre, si elle doit remplir sa fonction. Donc elle ne va pas pouvoir évoluer de façon complètement différente. Donc on va avoir une conservation. Et puis il y a des régions intergéniques dont on connaît moins bien la fonction et qui sont beaucoup moins contraintes, où les séquences peuvent diverger de façon beaucoup plus importante. Donc c'est juste pour vous dire que l'ADN, ça concerne évidemment l'être humain, sa santé, mais ça concerne aussi plein d'autres choses, et en particulier l'évolution des espèces et même l'évolution de l'espèce humaine, puisque il y a de plus en plus d'analyses qui permettent de déterminer le génome d'individus qui ont vécu des dizaines de milliers d'années avant nous, et de voir quelles sont les différences, et donc de voir quelle est la filiation de l'homme moderne par rapport à des espèces qui ont vécu il y a entre 100 000 ans et 10 000 ans avant nous. Donc voilà. Et maintenant, évidemment, vous êtes né à une époque où la révolution génétique était déjà faite, où on avait la capacité d'analyser le génome à grande échelle, et donc d'élucider le génome humain. Ça a été fait en l'an 2000, et puis de plein d'autres espèces. Mais il y a 50 ans, on ne savait pas du tout comment analyser le génome. Donc il y a eu une révolution technologique qui nous permet maintenant d'avoir généré beaucoup de savoir autour du génome humain. Alors, je vous parlais de variabilité, c'est, vous voyez, la faute de frappe. Tout d'un coup, il y a un G qui se transforme en A, par exemple, dans cette grande séquence. Et en réalité, quand on compare beaucoup d'individus humains, on se rend compte que dans le génome, il y a plein de positions dans lesquelles il peut y avoir
une base, un acide nucléique ou un autre. Et donc, on parle de polymorphisme, c'est cette variabilité individuelle. Et la plupart du temps, ces polymorphismes n'ont pas de conséquences qui sont visibles. Ils l'ont, quelquefois, quand ils sont mal placés dans une région importante. Et là, à ce moment-là, ça va provoquer une maladie. Mais la plupart sont neutres. Et donc, il n'y a pas de sélection contre elles. Et elles vont pouvoir être transmises d'une génération à une autre. Mais ce qui est important, c'est de voir que finalement, le génome qu'on a chacun est vraiment très similaire. Il n'y a quasiment pas de différence. Les gènes sont les mêmes, etc. Mais il y a ces différences d'une base qu'on voit de temps en temps. Et quand on les met bout à bout entre deux individus, vous voyez qu'il y a quand même une différence de 3,2 millions, enfin 3 ou 4 millions de petits changements, de petits polymorphismes dans le génome. Donc, si on prend 2 personnes au hasard parmi vous, on va trouver ces petites différences. Et donc, ça veut dire qu'il y a une diversité du génome humain, et cette diversité, elle évolue au flux avec la façon dont les populations évoluent, se marient, etc. Et donc, il y a un brassage génétique. Donc, ces différences, elles représentent, vous voyez, que 0,1 à 0,5% du génome. C'est pas grand-chose, mais ça fait quand même des différences qui permettent de comprendre pourquoi, justement, chacun d'entre nous ne ressemble pas exactement à son voisin, sauf quand il s'agit de vrais jumeaux. Voilà, alors maintenant, je vais juste vous dire quelques mots et vous prendre un exemple de situation médicale, parce que en médecine, on se rend compte de plus en plus qu'il y a des facteurs génétiques qui interviennent dans de nombreuses maladies. Alors mon domaine, c'est les maladies du cerveau, mais tous les organes sont touchés potentiellement, et on démembre de l'ordre de 5000 maladies qui sont dues à des anomalies génétiques. Alors on connaît de plus en plus leurs causes, mais il y a encore beaucoup de maladies dont la cause n'a pas été identifiée. Et la première étape pour un médecin, pour essayer de comprendre ces situations où des facteurs génétiques sont en cause, c'est de dresser l'arbre généalogique d'une famille en interrogeant les patients. Et donc, on utilise des symboles qui sont un rond pour une femme, un carré pour un homme. Et puis, en général, le carré ou le rond est noirci quand la personne présente le phénotype qu'on étudie dans une famille. Et donc, voilà, dans une consultation, vous avez une dame qui vient vous voir. Donc, bonjour madame, vous pouvez tout de suite dessiner un rond, parce que c'est une femme. Et apparemment, elle vient avec son conjoint. Donc, vous avez un homme, une femme, ils vont bien. Ils n'ont pas de maladie génétique apparemment. Mais la femme vous dit que sa mère, ici, est décédée d'une maladie génétique. Alors, c'est une maladie qu'on appelle la sclérose latérale amyotrophique, maladie dans laquelle les motoneurones qui commandent la motricité dégénèrent et donc qui entraînent une faiblesse progressive et qui est souvent mortelle parce que ça touche les muscles des membres, les muscles respiratoires, les muscles de la phonation ou de la déglutition. Donc c'est une maladie assez terrible. Et donc voilà, cette femme a dans sa famille une mère qui a cette maladie. Elle peut s'interroger pour savoir si elle-même va l'avoir, s'il y a un risque, si ça peut être génétique et si c'est transmissible. Et donc elle a un frère aussi. Et évidemment, si c'est une maladie génétique, le risque là va être a priori le même pour les deux enfants, la dame qu'on a vue au départ et son frère, quand il s'agit d'une maladie qui n'est pas liée au sexe, bien sûr. Et puis on apprend que la grand-mère a eu la même maladie auparavant, et donc là,
on a un argument fort pour penser qu'il s'agit d'une maladie génétique. Et une maladie génétique qui se transmet de génération en génération. Bon, là, elle touche des femmes, mais elle pourrait probablement toucher des hommes. Et donc, on est dans un cas de transmission autosomique dominante. Ça vous dit quelque chose? Oui. Donc, et dans cette maladie, dans une maladie de ce type, qu'est-ce qui se passe? Il y a un risque à la génération suivante. Et ce risque, il est de 50%. Pourquoi? Bien parce que si on représente le chromosome avec la mutation en rouge et la version normale du gène en vert, ben vous voyez que le père de cette dame, il a pas la maladie, donc il a probablement les deux copies du gène qui sont normales. La mère qui est atteinte, elle, a sûrement une copie normale et une copie anormale de ce gène qu'elle a hérité de sa mère. Et pour chacun de ces enfants, il y a un risque, puisqu'il y a deux versions du gène. Soit elle transmet la bonne version, soit elle transmet la version avec la mutation, et donc le risque est de 50%, le risque à la naissance. Donc, dans une maladie comme ça, qui commence à l'âge adulte, vers 50, 60 ans, 70 ans même quelquefois, vous voyez que les personnes qui seront atteintes à l'âge adulte ont eu le temps d'avoir des enfants. Et donc, ces enfants, a priori, ne connaissent pas leur statut génétique et peuvent vouloir savoir si elles sont à risque de développer la maladie. Et donc, elles peuvent demander à faire un test génétique, si on connaît la cause de la maladie ici, si on connaît là ce qui se cache derrière l'étoile rouge. Et du coup, si on connaît l'anomalie génétique, on peut la rechercher chez un descendant de la personne pour pouvoir faire un conseil génétique. Et donc, ça pose un certain nombre de questions, parce que pourquoi faire un test génétique? Cette maladie, à l'heure actuelle, elle n'est pas curable, donc on ne peut pas apporter une réponse thérapeutique. Mais quelquefois, les personnes ont besoin de savoir, parce que il faut qu'elles organisent un peu leur vie et elles peuvent être en quelque sorte plus sereines en sachant, parce qu'une bonne réponse permet d'éliminer la maladie et une mauvaise réponse donne pas la solution, mais elle permet de s'y préparer. Et donc, si elle ou son frère veulent savoir, ils vont demander un test génétique qu'on appelle un test présymptomatique, parce qu'ils sont bien portants, ils n'ont aucun symptôme. Il ne s'agit pas de faire le diagnostic de la maladie, mais de la maladie qui pourrait survenir chez eux. Alors évidemment, ici, quand on fait un test génétique chez cette dame qui est atteinte, c'est un test diagnostique. On va essayer de trouver la cause de sa maladie. Et voilà, on peut se trouver dans des situations défavorables où cette femme a reçu la copie du gène avec la mutation. Et donc, cette dame va probablement développer la même maladie que sa mère et que sa grand-mère dans les années qui viennent. Et elle peut s'interroger maintenant parce qu'elle envisage d'avoir des enfants. Et donc, la question, c'est de savoir si elle a un risque de transmettre la maladie à ses enfants. Alors, compte tenu du mode de transmission, on peut dire que son risque à elle, maintenant qu'on sait qu'elle est atteinte, c'est le même risque que sa mère, et donc un risque de 50%. Donc, le couple, ici, est informé de ce risque et peut choisir de faire un diagnostic prénatal et donc de faire un test génétique sur un enfant au cours de la grossesse, pas chez l'enfant, mais chez le fœtus, et décider si l'enfant est porteur, parce qu'il est porteur d'une maladie aujourd'hui incurable, décider de faire une interruption de grossesse pour
s'assurer que la descendance de ce couple ne sera pas concernée par cette maladie. Et donc, vous voyez, vous avez ici un test diagnostique pour savoir quelle est la maladie. Chez cette femme, si on analyse son ADN, c'est un test pré-symptomatique, elle n'a pas la maladie. Et pour sa descendance, c'est éventuellement un diagnostic prénatal. Donc ça, c'est un peu la pratique. Et donc, vous voyez les éléments. Test de confirmation chez une personne qui est malade et qui a donc déjà des symptômes. Chez les personnes qui ne sont pas encore malades, sont ce qu'on appelle les tests prédictifs, donc présymptomatiques, chez cette femme qui est à risque parce que sa mère est atteinte. Test prénatal chez le fœtus de ce couple, s'il en fait la demande, pour éviter la naissance d'un enfant qui développera cette maladie ultérieurement. Donc ça, c'est tous les tests génétiques qui peuvent être faits pour des maladies génétiques. Et puis en plus, de façon, et là on les fait dans une famille, parce qu'on sait qu'il y a une mutation, il y a un point de départ, il y a une maladie génétique qui est identifiée. Et puis il y a des tests aussi de dépistage qui sont faits dans l'ensemble de la population pour des maladies qu'on sait maintenant traiter, et de façon à pouvoir les traiter le plus précocement possible pour éviter des complications. Puis, c'est interdit en France, mais c'est très développé dans d'autres pays. Il y a son génome personnel qu'on peut étudier, qui permet de savoir un peu d'où on vient géographiquement, d'où viennent ses ancêtres, et puis aussi qui identifie des facteurs de susceptibilité à des maladies. Mais enfin, l'application médicale est très limitée. C'est pour ça que ces tests sont en réalité interdits en France. Alors, le dernier élément, c'est dans des maladies dites monogéniques. Monogénique, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire juste une maladie qui est due à l'altération d'un gène. Donc une maladie autosomique dominante, autosomique récessive, etc. Monogénique, c'est un seul gène qui va produire la maladie. On parle aussi quelquefois de maladies mendéliennes, parce que c'est des maladies transmises selon les lois de Mendel que vous avez vues, qui concernaient les petits pois, mais là, il s'agit d'une maladie qui touche des patients. Donc, on peut faire des tests diagnostiques et il faut se rendre compte que maintenant qu'on étudie de façon très approfondie le génome des individus, c'est-à-dire qu'on peut faire le séquençage de l'ensemble du génome à grande échelle, et que donc, en faisant ça, on trouve de plus en plus de ces variations dont je vous ai parlé, de différences d'un individu à l'autre. Et la difficulté, c'est que quelquefois, on trouve des variations dans des gènes qui peuvent être responsables d'une maladie, mais on ne sait pas forcément si ces variations vont provoquer la maladie. Ce n'est pas parce qu'on trouve, par exemple, dans un gène connu pour telle maladie, une différence chez un individu, que c'est forcément la cause de la maladie. Parce qu'il peut y avoir, et il y a, et on le sait beaucoup, même dans des séquences codantes de gènes, il peut y avoir des variations de séquences. Certaines sont complètement neutres, et il est assez difficile aujourd'hui de pouvoir prédire qu'un variant de séquence, donc une mutation si vous voulez, est vraiment responsable d'un phénotype. Puisqu'il y en a pour lesquels c'est très bien établi, parce on les a observés dans des familles avec plusieurs individus atteints, que tous les individus atteints ont bien ces variations. Mais dans d'autres cas, on ne sait pas. On ne sait pas prédire. Donc il y a une difficulté là, dans les tests diagnostiques qu'on fait. Quelquefois, on n'arrive pas à conclure à cause de ça. Mais quand on peut conclure, on est capable de donner un conseil génétique sur le risque, etc. Et puis quelquefois de proposer
une thérapie qui va être personnalisée en fonction du gène en cause, de bien définir le pronostic, parce que souvent, pour un phénotype donné, il peut y avoir plusieurs maladies dont les conséquences ne seront pas exactement les mêmes, et puis envisager des thérapies. Et avec le conseil génétique, bien sûr, il y a tout ce dont je vous ai parlé avant sur les tests qui peuvent être faits de façon prédictive dans certaines maladies, et puis donc prédictive chez des personnes asymptomatiques ou prédictive chez le fœtus pour empêcher la transmission de la maladie. Donc la thérapie génique. Et tout ça se fait dans une perspective de ce qu'on appelle la médecine 5P, c'est-à-dire une médecine personnalisée, donc elle tient compte du génome, par la preuve, une médecine donc, qui va proposer des traitements qui ont fait la preuve de leur efficacité, une médecine préventive avec l'idée de pouvoir traiter les maladies, en particulier des maladies génétiques, avant qu'elles se manifestent de façon importante. Une médecine prédictive, puisque vous avez vu qu'avec l'analyse génétique, on peut prédire la survenue ultérieure de certaines maladies. Et puis participative, parce que c'est important de pouvoir associer les personnes qui sont concernées, les associations de patients, etc., pour faire en sorte que cette médecine soit efficace, soit acceptée. Et donc, voilà, c'est un objectif. Hein, on n'en est pas du tout là, encore, malheureusement. Mais disons que c'est vraiment l'objectif, avec ces connaissances, d'aller vers des traitements qui soient ciblés et le plus précoce possible. Donc voilà, en quelques mots, un petit teaser plutôt, pour pour attendre de savoir ce qui vous pose question et donc attendre vos questions, quoi. Donc, j'en ai fini. C'est ma dernière diapositive. Vous avez tout là-dessus. Et évidemment, n'hésitez pas à me poser des questions, soit sur ce que je vous ai dit, soit sur autre chose, à condition que ça concerne la génétique ou le cerveau. À vous de jouer. Voilà, la première question, toujours la plus dure, mais là... J'avais une question à propos du parcours pour en arriver là. C'est quoi le parcours post-bac pour arriver à être généticien? Alors, dans la génétique, il y a plusieurs branches. Il y a en tout cas donc, celle que je représente, c'est la génétique médicale. Donc c'est une formation de médecin. Et puis, après, une spécialité. Donc, il y a des dizaines de spécialités médicales. Hein. Il y en a de plus en plus parce que chaque champ s'approfondit de plus en plus. Et il y en a une qui s'appelle la génétique médicale. C'est une discipline qui s'intéresse à l'ensemble des maladies génétiques. Et c'est ce qu'on appelle une discipline mixte parce qu'il y a à la fois des médecins qui voient et qui soignent des patients, qui font des diagnostics. Et puis, il y a un versant biologique, puisque le génome doit être analysé pour faire le diagnostic de ces maladies. Et donc, il y a des spécialistes de l'analyse du génome. Donc, ils doivent savoir utiliser les outils de séquençage et également de bioinformatique pour analyser les données énormes que représente un génome et aller chercher et interpréter les résultats. Et l'interprétation des résultats, ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure, c'est quelque chose de très très compliqué parce que quelquefois, très souvent, on hésite, on trouve des variants dans un gène d'intérêt par rapport à une pathologie, mais affirmer qu'ils sont responsables de la maladie, c'est quelquefois extrêmement difficile. Donc voilà, il y a deux parcours, un parcours plus clinique de médecine du patient et puis un parcours plus biologique.
Mais à côté de la génétique médicale, il y a plein d'autres domaines de génétique, en particulier dans la recherche, qui ne nécessitent pas de faire des études médicales, mais qui peuvent être approchés, par exemple, par des études de biologie, qui peuvent se spécialiser vers la génétique, aussi à travers le versant maintenant de plus en plus de bioinformatique. Et la génétique a particulièrement besoin d'experts en données importantes, enfin en big data, et donc le développement d'algorithmes prédictifs. Donc la biologie, la génétique, c'est pas seulement de la biologie, c'est beaucoup de disciplines qui peuvent converger et aider à l'interprétation, à l'analyse de données qui sont de plus en plus énormes. Donc on peut l'aborder sous le versant mathématique, sous le versant bioinformatique, enfin informatique. Et donc voilà, c'est très vaste. Donc vous avez le choix. Du coup, en fait, j'avais comme question, je vais me prendre pour exemple. Par exemple, si ma grand-mère n'est pas atteinte par la maladie, et est-ce que ma mère ou ses frères et sœurs risquent d'être atteintes par cette maladie? Alors, vous parlez du cancer du sein? Non, ah, j'ai cru une maladie, d'accord. Dans une maladie comme celle dont je vous ai parlé, la sclérose latérale amyotrophique, s'il n'y a pas de maladie dans la famille, on ne se pose pas la question. Parce que je vous ai dit, il y a 5000 maladies génétiques ou plus. Et donc, ça concerne, chaque fois, c'est des maladies très rares. Donc, on ne se dit pas pour une maladie. Il faut qu'il y ait un point de départ. Et le point de départ, c'est en général quelqu'un dans la famille qui a une maladie. Et on se pose la question de savoir si cette maladie est d'origine génétique. Parce que quelquefois, on ne le sait pas a priori s'il n'y a qu'un seul cas dans une famille. Mais le spécialiste, lui, peut sentir qu'il s'agit potentiellement d'une maladie génétique, demander une analyse génétique, et à ce moment-là, si on trouve la cause de la maladie, ça établit qu'il y a bien une maladie génétique dans la famille, et à ce moment-là, ça concerne non seulement le patient, mais ses apparentés pour le conseil génétique. Le conseil génétique, il va dépendre du mode de transmission. Que dans une maladie récessive, par exemple, vous savez que pour qu'elle se produise, il faut que les 2 copies du gène soient altérées, qu'il y ait des mutations sur les 2 copies. Et donc, on voit ces maladies dans des fratries. Ça peut être des frères et sœurs qui sont atteints, un ou plusieurs. Mais à la génération d'après, c'est très rare de voir réapparaître ces maladies, sauf si le conjoint est un cousin, par exemple, où il y a un risque qui est augmenté. Mais si le conjoint n'est pas apparenté, comme on dit, le risque est extrêmement faible. Donc, dans le conseil génétique, c'est un élément qu'on prend en compte. Dans une maladie dominante, comme celle qu'on a illustrée ici, avec la sclérose latérale amyotrophique, certaines formes de cette maladie, vous voyez que le risque de transmission est beaucoup plus élevé, puisqu'il est de 50%. Donc, à ce moment-là, ça concerne vraiment les enfants d'une personne chez qui on a découvert cette maladie génétique. Et du coup, elles peuvent choisir de demander ou non un test génétique pour elles-mêmes. Une fois que l'anomalie est connue chez un membre de la famille, c'est plus facile de la chercher chez d'autres membres de cette famille, s'ils le désirent bien sûr, et s'il y a un bénéfice pour eux à le faire, parce que le bénéfice n'est pas toujours facile à évaluer, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de maladies génétiques sont incurables. On ne peut pas les guérir. Je ne sais pas si ça répond à la question. Bon, voilà. Donc, n'hésitez pas à poser d'autres questions. Tout d'abord, bonjour.
Je présente, je suis Léon Dier de la première G3 de Madame Zafar. Et j'aimerais savoir c'est quoi le nom du gène qui code pour la fabrication d'un cerveau. Parce que vous avez dit que vous êtes généticien. Oui. Généticien en cerveau, je pense, c'est ça? Quoi? En cerveau. En cerveau? Cerveau. Ah, du cerveau. Du cerveau. Pardon. Et j'aimerais savoir les parties du cerveau. Je dis pas la substance grise et la substance blanche. Je dis les parties qui contrôlent le corps. Et j'aimerais aussi savoir c'est quoi le rôle de l'aphrasie. L'aphrasie, la zone du cerveau qui commande le langage. Ah, l'aphasie. Oui. Ok, alors c'est beaucoup de questions. Mais alors, ce qu'on peut dire, c'est que d'abord, le cerveau humain, c'est le fruit d'une très longue évolution. Et on a beau avoir des gènes très similaires à ceux d'autres espèces animales, que ce soit des primates ou des souris ou n'importe quoi, le cerveau humain est particulier parce que par rapport à d'autres espèces, il a un développement très important de la partie frontale, du lobe frontal. Donc ça en fait une caractéristique qu'on n'a pas encore tout à fait élucidé. Pourquoi c'est comme ça chez l'homme par rapport à d'autres espèces et quelle est la cause génétique, mais on commence à connaître des gènes qui pourraient expliquer ces différences. Donc il y a cette dimension évolutive du cerveau humain et puis il y a après la variabilité du cerveau humain parce que finalement le patrimoine génétique c'est comme un plan pour la construction d'une maison. Ça vous donne les grandes lignes, vous savez où sont les murs, où sont les fenêtres, etc. Mais après, la maison, elle va être aménagée de façon différente d'une personne à l'autre. Vous n'allez pas mettre les mêmes tableaux, la couleur, etc. Et c'est un peu ça notre patrimoine génétique par rapport à notre cerveau. C'est-à-dire que c'est bien notre génome qui va donner le plan d'un cerveau et d'une personne à l'autre, ce plan, il est tout à fait similaire. Et pourtant, le cerveau d'une personne et d'une autre n'est jamais pareil. Donc, il y a des grandes bases de la structure du cerveau, des connexions entre les régions qui sont établies selon un plan déterminé par le génome humain en général. Et puis, il y a ces petites différences qui peuvent être soit des différences génétiques qui vont faire qu'il y a des connexions qui vont être plus fortes que d'autres. Et puis, il y a tout l'effet de l'environnement qui va ensuite façonner notre cerveau. Et je ne sais pas, si vous apprenez à lire, par exemple, vous voyez que vous avez différentes phases dans l'apprentissage de la lecture et que vous allez devenir de plus en plus performant. Et si on devient de plus en plus performant, c'est parce que dans notre cerveau, on va activer des connexions qui vont mettre en rapport des régions qui reconnaissent la forme des lettres, des régions qui comprennent le sens des mots, la sémantique. Et voilà, plus ces connexions vont être développées, eh bien, plus la lecture, la compréhension, tout ça va être rapide. Donc c'est le rôle de l'apprentissage qui fait évoluer notre cerveau. Le cerveau d'un musicien, par exemple, qui joue des heures par jour d'un instrument, ne va pas se comporter de la même façon que celui d'un amateur. Parce que il y a une plasticité du cerveau qui fait qu'on est capable, par une activité de soi ou l'influence de l'environnement, de développer, de renforcer un certain nombre de connexions en fonction de ce qu'on fait.
Donc là, vous parliez de l'aphasie. L'aphasie, c'est un trouble neurologique qui peut être dû, par exemple, à un accident vasculaire. Et là, eh bien, on sait que plusieurs régions du cerveau, quand elles sont atteintes, vont donner un trouble du langage. Ce trouble du langage, il peut aller depuis l'anartrie, qui est l'incapacité à prononcer des mots, à dire des mots, à articuler. Et à ce moment-là, on peut avoir une compréhension des mots quand on entend les gens parler qui est conservée, mais on ne peut pas s'exprimer. Et puis, il y a d'autres régions du cerveau dans lesquelles on a une aphasie, dans laquelle les patients vont pouvoir continuer à parler, ils vont articuler, mais ils vont dire des mots qui sont incompréhensibles et eux-mêmes ne vont pas comprendre. Simplement parce que notre cerveau a des aires qui sont spécialisées et que selon la région qu'on touche ou les connexions qu'on va interrompre entre différentes régions du cerveau, on va produire des manifestations neurologiques qui vont être différentes. Et en général, dans les accidents vasculaires cérébraux, par exemple, ce qu'on voit le plus souvent, c'est un déficit moteur, un membre qu'on ne peut plus bouger, par exemple, et puis, ou un déficit de la sensibilité, de la même façon sur le même territoire. Et ça dépend vraiment de la région du cerveau qui va être atteinte par ce problème vasculaire, par exemple. Et monsieur, quand on bégaye, c'est une malformation du cerveau? Je ne suis pas un spécialiste du bégaiement, mais ce n'est pas une malformation du cerveau, mais c'est probablement comme d'autres problèmes qu'on peut voir au cours du développement. Dyslexie, par exemple, cette difficulté ça peut être des difficultés à lire, ça peut être des difficultés pour écrire, où on peut confondre ou inverser des syllabes, qui sont des anomalies du développement, probablement parce que ce n'est pas une malformation du cerveau, mais c'est un câblage qui ne se fait pas de façon complètement normale. Cela dit, tout ça, c'est vraiment à une échelle qu'on a du mal à voir, parce que quand on étudie le cerveau d'une personne ou d'une autre, on utilise l'IRM, on trouve ça déjà hyper performant, mais quand on pense qu'il y a près de 100 milliards de neurones dans un cerveau, avec l'IRM, on ne voit pas des neurones, on voit des régions du cerveau. Et donc, il faudrait pouvoir aller l'étudier à une échelle bien plus fine pour comprendre vraiment ce qui se passe dans ces troubles qu'on considère comme des troubles du développement. Voilà, il y en a d'autres qui sont inspirés par le cerveau ou les gènes. Monsieur, vous avez dit les mitochondries, ils sont transmis de mère à mère. J'aimerais que vous m'expliquiez comment ça se passe. Alors, la question porte sur les mitochondries et leur transmission. Alors, il se trouve que c'est lié aux gamètes et à la formation des gamètes. C'est-à-dire que chez l'homme, on a des spermatozoïdes, vous savez, ce sont nos gamètes, et ces spermatozoïdes sont faits pour aller féconder l'ovule. Et donc, c'est ça qui est à l'origine du zygote qui va devenir l'être humain. Et il se trouve que le spermatozoïde, quand il pénètre l'ovocyte, il va libérer son patrimoine génétique, donc l'ADN du papa, mais
il est très compact, le spermatozoïde, et il ne contient pas de mitochondries. Il ne transmet pas de mitochondries. Donc, les mitochondries, en fait, elles sont là, dans l'ovocyte, qui est une très grosse cellule, qui comporte des réserves, et en particulier, il y a beaucoup de mitochondries, il y a beaucoup d'éléments nutritifs pour que le zygote, donc après fécondation, puisse se diviser et se multiplier. Et donc, du coup, les mitochondries, elles proviennent uniquement de l'ovocyte qui vient de la mère. Donc, toutes les mitochondries que nous avons en nous viennent de notre mère, qui les a reçues de sa mère, etc. Donc, quand on étudie des populations, par exemple, on peut reconstituer à partir de l'étude des mitochondries ce qui s'est passé sur la lignée maternelle. Et on peut faire la même chose pour la lignée paternelle, mais cette fois en utilisant le chromosome Y, qui est transmis, lui, uniquement de père à fils. Hein, puisque dès qu'il y a un chromosome Y dans un génome, ça fait un homme. Et ce chromosome donc, est transmis seulement par un homme à un homme. Et donc, du coup, en étudiant les chromosomes Y, on peut remonter dans le temps et voir d'où quels sont les ascendants dans la lignée paternelle. Donc, il y a des marqueurs de chacune des lignées, maternelle et paternelle, qui peuvent être utilisés pour étudier la composition et l'origine de populations. Monsieur, vous avez parlé de maladie gonozomale. Je n'ai pas parlé de ça, mais on peut en parler. Oui, vous avez dit, je pense, non, c'est autosomal. Autosomal plutôt. Et en prenant le cas de la maladie que vous avez parlé tout à l'heure, elle était autosomale. Oui, dominante. Et c'est quoi la différence entre autosomal et gonosomal? Voilà, alors, ça vient juste de la composition de notre génome nucléaire en chromosomes. Donc, il y a 22 paires de chromosomes qui sont complètement identiques, les paires, donc de 1 à 22, qu'on appelle les autosomes, parce qu'ils ne sont pas liés au sexe. Et puis, il y a les chromosomes X et Y, qui sont, eux, des chromosomes dits sexuels, parce qu'ils déterminent le sexe de l'individu, et dont la transmission est différente, puisqu'elle est liée au sexe. Donc, une maladie qui concerne un des chromosomes non sexuels, donc un autosome, va pouvoir toucher aussi bien les hommes que les femmes, puisque ce n'est pas lié au sexe, alors qu'une maladie des gonosomes, par exemple du chromosome X, va être une maladie liée au sexe. Et vous avez dû voir que dans ces maladies, quand il y a une maladie liée au chromosome X, récessif par exemple, il y a des mamans qui sont porteuses du chromosome X anormal, qui en général n'ont pas de phénotype, où il est très discret, et c'est quand elles le transmettent à un garçon qui n'a qu'un seul chromosome X, qui est XY. Le garçon, lui, comme il n'a qu'un seul X, si ce chromosome X porte une mutation, ben la mutation va s'exprimer. Chez la femme, du fait qu'il y a 2 chromosomes X, il reste un des chromosomes X normal, ce qui fait qu'en général, la maladie ne se manifeste pas. Monsieur, vous avez dit lors de la maladie précédente qu'elle était porteuse seulement des femmes. Donc, du coup, s'il y a 50% de risque que la descendante, là, il y a 2 chromosomes XX, si
un chromosome X a la maladie, pourquoi le chromosome X ne peut pas être avec le chromosome Y du père et former un garçon? Genre en mode, c'est le garçon qui a la maladie, non une femme. Pourquoi? Alors, si la mère est porteuse d'une maladie liée à l'X, elle a donc un chromosome X normal et un chromosome X anormal. Quand elle a des enfants, que ce soit des garçons ou des filles, elle va transmettre son chromosome, elle va transmettre avec une probabilité de 50% globalement chacun de ses chromosomes X. Donc si elle transmet le chromosome X normal, il n'y a aucun problème. Si elle transmet le chromosome X anormal, si c'est un garçon, il va être XY forcément, et ce X anormal va s'exprimer. Parce qu'il n'y a pas de contrepartie normale. Il y a un chromosome Y en face, il n'y a pas un autre chromosome X. Chez une femme, donc si la femme dont on parle a une fille et qu'elle transmet le chromosome X anormal, ben la fille aura reçu de son père un chromosome X qui est probablement normal. Donc chez la fille, la maladie ne va pas s'exprimer non plus. C'est comme chez sa mère. Mais par contre, cette fille a un risque de transmettre à un de ses garçons, ou plus, cette maladie. Et oui, parce qu'elle est porteuse. À partir du moment où une femme est porteuse d'une mutation sur le chromosome X, qui peut provoquer un phénotype, son risque, c'est de transmettre ce chromosome X à un garçon, et à ce moment-là, automatiquement, le garçon va avoir la maladie liée à l'X. Vous pouvez donner ce micro. Monsieur, si par exemple deux jumeaux, ils ont exactement les mêmes gènes, ils auront la même conscience? La même quoi? Conscience. Conscience. Ah. Bah alors, évidemment, ils ont beaucoup de choses en commun, comme l'aspect physique, des vrais jumeaux. Mais en fait, c'est là qu'on voit le poids des facteurs environnementaux, puisque ils ont au départ exactement, on peut penser, le même potentiel, le même câblage du cerveau, etc. Mais la vie et leur éducation et leur environnement vont faire que après, ils vont quand même diverger. Donc, ils ne vont pas penser la même chose au même moment. Et chacun va pouvoir se différencier. Et je crois que c'est vraiment important parce que ça montre que le poids des gènes, c'est considérable dans le fait qu'on se ressemble, etc. Mais ce n'est pas parce qu'on se ressemble qu'on est identique en tant qu'être humain et être pensant en particulier. Je voulais vous poser une question. Pourquoi quand quelqu'un il est amputé d'une jambe ou d'un bras, il ressent parfois la douleur? Voilà. Oui, alors, justement, c'est parce que quand un individu se développe, enfin un enfant, etc., du fœtus, il y a ces connexions entre les différentes régions du corps et la région du cortex sensoriel qui reçoit des informations sur la sensibilité. Comme quand vous touchez, ça va remonter le long de nerfs, aller dans le cerveau, dans une région qui est une aire sensitive. C'est là que ça va être intégré. Donc toutes les sensations qu'on a, elles vont dans le cerveau. Toutes celles de l'hémicorps gauche vont sur le cortex à droite et inversement. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, donc vous voyez, vous avez un câblage. Et un câblage qui fonctionne avec, quand vous recevez un stimulus, quand vous touchez quelque chose, vous allez ressentir, votre cerveau va le ressentir.
Et ce qui se passe, c'est quand, avec ça, vous avez un schéma corporel qui est dans votre cerveau et qui fait que telle région du corps correspond à telle région sur le cerveau. Donc on a une carte dans le cerveau qui est établie, qu'on appelle la somatotopie. Et cette carte, elle existe. Et si on vous coupe un morceau du corps, eh bien la région qui était avant sensible pour cette région du corps, elle existe toujours dans le cerveau. Elle est là. Et donc, il va y avoir une adaptation qui va se faire. D'autres régions vont l'envahir petit à petit, mais ça va mettre beaucoup de temps. Et tant qu'elle est là, on peut sentir des choses comme si on avait toujours, puisque cette connexion au niveau cérébral, elle existe. Peut-être que le doigt, la main, etc. n'est plus là, mais dans le cerveau, la représentation est toujours là. Et donc, s'il y a une activité quelconque dans cette région du cerveau, ben, ça va vous donner l'illusion que le membre ou la main est toujours là alors qu'elle n'est plus là. Donc ça vient du fait justement de ce câblage et du fonctionnement normal qui tout d'un coup est interrompu, et le cerveau, c'est comme s'il ne pouvait pas comprendre qu'il n'y avait plus cette partie du corps. J'avais une question par rapport à un animal qui est le caméléon. Et lui, il est connu pour le changement de couleur de sa peau. Mais du coup, comment on explique ce changement de couleur? Est-ce qu'il est capable de changer sa propre séquence nucléotide du gène qui code la couleur de sa peau? Alors, je n'ai pas l'explication, mais c'est probablement pas ça. C'est plus les propriétés biophysiques de sa peau qui font qu'il s'adapte à son environnement. Mais en tout cas, ce n'est pas son génome qui évolue quand il change de position. Mais c'est une propriété remarquable dont peut-être vos profs connaissent l'explication, mais moi, j'avoue que je ne la connais pas. Alors, il me semble qu'en fait, ce sont des cristaux. Il y a des nanocristaux de guanine au niveau des cellules de peau du caméléon. Et donc, ces nanocristaux ne vont pas être à la même distance en fonction de l'état du caméléon. Donc, au repos et en état de stress, ils ne vont pas être éloignés de la même façon. Et en fonction de cet éloignement, ils ne vont pas refléter les mêmes longueurs d'onde. Donc, il ne va pas avoir la même couleur. Mais alors, donc, c'est lui qui consciemment peut s'adapter à la couleur de son environnement ? Alors, le pourquoi, je ne connais pas, mais le fonctionnement, ça se passe comme ça. Ok. Enfin bon, ça a à voir avec le génome dans la mesure où probablement toutes les protéines qui composent ces écailles sont génétiquement déterminées. Donc c'est déterminé, mais après c'est une propriété qui est intrinsèque à l'animal et c'est pas son génome en tout cas qui évolue à cette vitesse-là. J'avais une question à propos des faux jumeaux. Du coup, pourquoi les faux jumeaux existent-ils s'ils ont les mêmes chromosomes et les gènes à l'identique? Alors à ce moment-là, ce sont des vrais jumeaux. Des faux jumeaux, c'est justement comme des frères et sœurs. Simplement, ils résultent de deux fécondations différentes qui sont survenues en même temps. Donc, il y a l'ovocyte A qui a été fécondé par un spermatozoïde, l'ovocyte B par un autre spermatozoïde. En même temps, c'est le hasard. Et du coup, ils grandissent exactement au même moment dans l'utérus, mais ils sont différents dès le départ. Ils sont des frères et sœurs. Donc, ils ont une partie de génome en commun, mais une partie qui n'est pas en commun. En revanche, les vrais jumeaux, c'est un mécanisme différent, puisque effectivement là, ils ont exactement le même patrimoine génétique au départ, et il résulte donc de la rencontre du même ovocyte avec le même spermatozoïde.
qui donne un zygote. Et ce zygote, au lieu de se diviser et de donner un seul fœtus et enfant, il y a une division où ils se séparent et chacun vit sa vie, chacun se développe, mais tout en étant identique, vous comprenez ? Voilà. Et ce que je voulais peut-être ajouter par rapport à la question du caméléon, c'est que le génome chez un individu est assez stable. Alors, il peut y avoir des mutations somatiques qui apparaissent lors des divisions cellulaires, mais ce qui est beaucoup plus plastique, ce n'est pas le génome, mais c'est l'expression du génome sous forme d'ARN messager. Parce que là, il y a les ARN messagers qui vont donc être traduits en protéines, peuvent varier dans leur niveau d'expression, dans leur organisation de façon assez rapide en réponse à des stimuli extérieurs. Donc ça, donc stabilité d'un génome d'un côté, mais l'expression du génome, elle, peut être extrêmement variable. Alors je ne sais pas si vous avez vu par exemple que il y a des gènes qui peuvent être activés, inhibés très rapidement, mais en plus, pour un même gène, il y a la possibilité de coder des protéines différentes par l'épissage des exons. Vous avez vu, les exons, c'est comme des cassettes qu'on peut mettre bout à bout, qu'on raboute, mais on peut en sauter une, deux, etc. Il y a toute une combinatoire qui fait qu'à partir du même gène, on peut produire des protéines différentes selon le contexte cellulaire. Donc, il faut retenir la stabilité du génome, et en revanche, tout ce qui est son expression est quelque chose qui varie considérablement selon le type cellulaire, le stade du développement. Donc, au cours du temps, il y a d'énormes variations. J'ai une question à propos de quand on fait du coup le test pour savoir si on va avoir bientôt une maladie. Par exemple, si la personne va bientôt avoir cette maladie, est-ce qu'il y a un traitement pour pas que ça arrive ? Alors là, vous faites allusion à ce que je vous ai montré. Encore une fois, c'est des situations qui ne concernent pas tout le monde, hein. Ça concerne que des familles dans lesquelles on a identifié une maladie génétique, une maladie qui s'exprime d'ailleurs souvent à l'âge adulte, pour que les enfants d'une personne atteinte puissent avoir encore un risque que la maladie se révèle à l'âge adulte. Alors aujourd'hui, pour de nombreuses maladies génétiques, pour la plupart, on n'a pas encore une solution thérapeutique. Donc, c'est des tests qui sont choisis par les personnes en toute connaissance de cause et pour lesquels on les aide à évaluer pour elles le bénéfice par rapport au côté nocif. Parce que chez certaines personnes, savoir qu'on va avoir une maladie qui est grave, potentiellement mortelle, pour laquelle on n'a pas encore de traitement, va évidemment pas être facile à supporter tous les jours. Et donc, le risque, c'est de faire plus de mal que de bien. Donc, c'est pour ça que ces tests génétiques, en réalité, ne se font pas en allant dans un laboratoire faire une prise de sang. Ils se font après une prise en charge de la personne. On lui apporte toute l'information sur les limites aussi de ces tests, sur les limites de ce qu'on pourra faire pour elle. Et c'est elle qui, en définitive, après réflexion, va choisir de faire ou de ne pas faire ce test. Il n'y a évidemment aucune obligation, mais c'est une vraie question. Alors, ce qu'on espère, c'est que au fur et à mesure des progrès de la médecine, la question sera un peu différente, puisque ce sera à terme, voilà, on a trouvé une maladie génétique dans votre famille, vous êtes à risque d'avoir reçu de votre parent atteint cette anomalie génétique, mais rassurez-vous, si vous avez cette maladie, on va vous traiter, on va vous proposer un traitement avant que la maladie arrive. Bon, ça, c'est la situation idéale qui n'existe pas, mais qui, j'espère, sera un jour à portée de main. Donc, le contexte évolue
avec les progrès de la médecine. Et en fonction des maladies, effectivement, il peut y avoir un bénéfice médical ou pas du tout. Monsieur, j'aimerais savoir, vous avez dit monogénique, ça veut dire un seul gène qui transporte la maladie. Dans le karyotype, il peut y avoir un autre gène qui vient s'ajouter dans une paire. Et si le gène il vient s'ajouter et que le gène transporte une maladie, comment ça va s'exprimer chez un individu? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir complètement compris. Ce qui est possible, par exemple, c'est d'avoir une maladie qui vient de son père et une maladie qui vient de sa mère. Alors, je dis, dans un karyotype d'une personne, d'un humain, on a 2 n est égal à 46. Oui. Et si on a 2 n est égal à 47, et le 47e chromosome, il vient avoir un ALN muté. Comment ça va s'exprimer chez un individu? Alors là, on a parlé de maladies génétiques dans lesquelles il y a une variation dans la séquence d'un gène, hein, par exemple. Donc il n'y a pas d'ajout, c'est juste, voilà, il y a une base qui est changée en une autre et ça provoque la maladie. Bon, il peut y avoir d'autres anomalies moléculaires, des petites insertions, des délétions. Il peut y avoir une délétion d'un exon ou plusieurs. Enfin, tout ça, c'est des mécanismes à l'échelle du gène. Et puis, il y a des mécanismes chromosomiques par lesquels il peut y avoir une aberration chromosomique. Par exemple, au lieu d'avoir 2 chromosomes de chaque autosome, on peut en avoir 3. Et donc, ça, c'est par exemple le cas de la trisomie 21, dans laquelle les enfants atteints les personnes atteintes ont un chromosome 21 surnuméraire. Ils en ont 3 au lieu de 2. Et ça provoque une maladie du développement avec une déficience intellectuelle, parce que 3 copies d'un gène qui normalement est présent en 2 copies, pour certains gènes, ça a des conséquences délétères de les voir surexprimés. Et donc ça, c'est des anomalies chromosomiques qui font partie des maladies effectivement du génome. Et la trisomie 21, c'est la plus fréquente, mais il peut y avoir d'autres chromosomes qui sont concernés, ou aussi il y a des délétions, pertes d'un chromosome ou d'un bout de chromosome. Et à ce moment-là, on va avoir souvent dans des maladies qui sont des maladies du développement, associées à des malformations et à un déficit intellectuel. C'est souvent des maladies très graves. J'aimerais savoir qu'une personne handicapée, c'est la cause d'une mutation? Alors, pas forcément, mais il y a des maladies du développement donc, qui se manifestent chez l'enfant par des retards des acquisitions, la station assise, la capacité à marcher, l'acquisition du langage, la capacité à suivre des cours à l'école et tout ça, qui peuvent être dus soit à des causes environnementales, il peut y avoir des accidents au cours de la grossesse, une infection, ou quelquefois à des causes génétiques. Et c'est en particulier le cas où il y a des anomalies chromosomiques ou de régions de chromosomes qui sont soit dupliquées, soit surnuméraires, soit délétées, donc avec une copie en moins. Voilà, donc ça, et donc là, on sort des maladies monogéniques, puisqu'il ne s'agit pas d'un gène, mais de multiples gènes qui sont présents en trop d'exemplaires ou en pas assez, quoi. Est-ce qu'il est possible qu'un individu qui est déjà atteint l'âge adulte subisse des mutations qui puissent complètement changer un de ses caractères de son corps ou
Enfin, voilà. Alors, on peut avoir... je dirais pas, parce que je pense qu'une mutation a peu de chances de changer complètement la personne. Par contre, il y a des maladies du cerveau qui changent complètement la personnalité ou les capacités d'une personne. Mais ce sont des maladies qui sont plus globales et qui atteignent de grandes populations de neurones du cerveau. C'est le cas, par exemple, de la maladie d'Alzheimer, vous connaissez probablement, où effectivement, c'est l'ensemble du cerveau quasiment qui est atteint et qui entraîne ces troubles des fonctions dites cognitives, que ce soit le langage, la mémoire, les affects, enfin, voilà. Donc, mais c'est des maladies globales. Certaines formes, extrêmement rares, sont dues à des mutations génétiques, mais des mutations constitutionnelles, donc des mutations avec lesquelles on naît et qui vont se manifester beaucoup plus tard. Mais ce n'est pas une mutation qui se produit à l'âge adulte qui va entraîner ça. Bien que des mutations, il y en a sûrement qui arrivent tous les jours chez nous, puisqu'on a quand même des milliards de cellules et à chaque mitose, ou même d'ailleurs par des mécanismes de réparation de l'ADN dans les cellules qui ne se divisent pas, on peut voir apparaître des mutations dites somatiques. C'est au sujet des enfants de la Lune. Est-ce que de la Lune, vous connaissez pas? Les enfants de la nuit? La Lune. Ah, de la Lune, d'accord. Ouais. Ok, maintenant je vois à peu près. Ouais. Non, je n'ai pas vu. Il y a un film, je crois, c'est ça? Non, c'est une maladie. Ah oui, non, mais enfin, il y a un film, il me semble aussi. Oui. Du coup, pour ces enfants, pour pas contracter le cancer, est-ce que c'est préférable pour eux d'aller vivre dans un pays où il fait tout le temps froid que dans un pays où il y a beaucoup de soleil? Alors, donc effectivement, c'est des enfants qui ont des anomalies des systèmes de réparation de l'ADN. Et parce qu'on est tous dotés de systèmes qui corrigent les erreurs, parce que si on n'avait pas ces systèmes, eh bien, on aurait des cellules qui deviendraient vite dysfonctionnelles. Donc, soit elles dégénèrent, soit elles forment des tumeurs, par exemple. Et donc, quand ces mécanismes des réparations sont altérés, ça donne des maladies. Alors, il y a de multiples mécanismes de réparation de l'ADN, et chacune est suffisante pour provoquer des maladies, parce qu'elles introduisent, du coup, quand il y a ces maladies, il n'y a pas de relecture avec correction de l'ADN lors de la réplication, par exemple, et les systèmes de réparation sont défaillants. Du coup, dans les maladies dont vous parlez, il s'agit de la peau, parce que la peau reçoit des rayons UV qui vont modifier les bases et donc introduire des mutations qui doivent être corrigées. Si les systèmes de réparation ne sont pas là, il n'y a pas de correction. Donc il y a un risque de cancer lié effectivement à la dose d'UV qu'on reçoit. Et donc effectivement, c'est pas la température, c'est vraiment les rayons du soleil. Et dans les régions équatoriales où on reçoit le plus de rayons, c'est sûr que c'est les régions les plus à risque pour ces personnes, qu'on pourrait imaginer au pôle, qu'elles soient plus protégées. Enfin bon, c'est surtout se protéger de la journée quand il y a des rayons UV. Ouais. Non, mais c'est des maladies terribles, effectivement, et qui montrent l'importance de ces systèmes de réparation dans la vie d'un individu, quoi. Si ces systèmes sont défaillants, ça entraîne très vite des complications, et en particulier des cancers. Est-ce qu'il est possible que le système de réparation d'un individu sain soit détruit lors de sa vie, au cours de sa vie?
ne fonctionne plus correctement à un moment de sa vie? Alors, oui. Alors, c'est ce qui se passe dans des cellules cancéreuses, par exemple. Il y a des mutations qui apparaissent, comme on en a partout. Si ces mutations touchent des systèmes de réparation, on peut avoir certaines formes de cancer qui vont se développer à partir des cellules où les mutations ont eu lieu. Et donc, par exemple, dans le cancer du côlon, il y a des formes dans lesquelles des gènes sont préférentiellement inactivés et qui sont des gènes de réparation de l'ADN. Donc ça existe, mais ça ne concerne pas tout l'organisme, ça concerne que les cellules qui vont donner le cancer. Pouvez-vous nous donner des exemples de maladies génétiques du cerveau? Alors, les maladies génétiques du cerveau, oui, alors il s'agit beaucoup de maladies rares. Il y a des maladies, par exemple, qui touchent le cervelet. Donc, le cervelet, c'est une région à l'arrière du cerveau qui est très impliquée dans la coordination des mouvements et l'équilibre. Et donc, il y a des dizaines, presque des centaines de gènes qui, lorsqu'ils sont mutés, vont donner une dégénérescence du cervelet. Et la maladie va se traduire par des troubles de l'équilibre. C'est des gens qui vont marcher comme s'ils étaient sous. Et qui vont avoir des difficultés à faire des gestes précis. Et quand ces maladies évoluent, il y a une perte de la marche, par exemple, perte progressive de l'autonomie. Ils vont avoir une voix qui va être aussi altérée. Et ce sont des maladies qui sont rares, heureusement, mais on en connaît maintenant quasiment des centaines de différentes. Et on a ça avec un peu chaque région du cerveau ou des maladies plus globales. Par exemple, il y a des formes d'une maladie commune qui est la maladie de Parkinson, qui donne des troubles du mouvement, un ralentissement des mouvements, un tremblement, etc. Certaines formes de maladie de Parkinson sont d'origine génétique. La plupart ne le sont pas, mais certaines le sont. Donc, c'est un autre exemple de maladie neurologique, potentiellement génétique. On a parlé de la maladie d'Alzheimer. Il y a un tout petit nombre de cas de maladie d'Alzheimer qui débutent très très tôt dans la vie et qui sont dus à des mutations génétiques qui ressemblent à la maladie d'Alzheimer, mais elles viennent plus tôt, elles sont familiales, mais elles sont très rares. Donc voilà, puis il y en a des milliers en fait de ces maladies. Est-ce que l'effet placebo peut guérir des maladies génétiques? Alors l'effet placebo, il est dû à notre cerveau, hein, en fait, hein, puisque c'est une façon de se sentir mieux, parce qu'on croit qu'on va aller mieux grâce aux médicaments qu'on prend, grâce au savoir du médecin, grâce à plein de choses. Et donc, ce sentiment, finalement, il peut se rencontrer pour n'importe quoi, à partir du moment où la personne est convaincue qu'elle va aller mieux grâce à quelque chose, que ce soit ou un traitement qu'elle s'applique ou qui lui est donné,
Donc l'effet placebo, il concerne tous les domaines de la santé, qu'ils soient d'origine génétique ou pas. Malheureusement, l'effet placebo, il est quand même limité. Il peut être limité dans le temps, et puis il est limité dans son degré aussi, parce que quand on a une maladie avec des lésions cérébrales qui sont très importantes, bien l'effet placebo ne va pas tout d'un coup vous permettre de vous retrouver dans un état parfait, quoi. Donc oui, ça existe, mais c'est quand même limité. Mais il faut savoir que ça existe parce que ça a des implications, par exemple, dans les essais thérapeutiques, sur le fait que on peut voir chez des sujets un état qu'ils décrivent comme s'améliorant, alors que c'est pas forcément le cas, ou ils n'ont pas le traitement actif, etc. Donc c'est un facteur confondant qui est important de connaître et de prendre en compte. J'aurais une question concernant les personnes qui ont l'Alzheimer. Par exemple, si c'est une personne âgée qui l'a, par exemple, est-ce qu'un de ses souvenirs du passé peuvent revenir dans le présent, comme si l'instant venait de se passer? Par exemple, dans les années précédentes, la personne aurait vu un accident, par exemple, de voiture, et qu'elle contacte du coup les pompiers, et qu'elle fasse dans le moment présent, alors que du coup l'accident est passé, et du coup elle recontacte les pompiers alors que c'est déjà passé. Alors, ouais, dans la maladie d'Alzheimer, il y a des problèmes de navigation dans le temps et dans l'espace. Les gens se perdent. Et puis, dans le temps, c'est un peu la même chose. Ils ne savent pas forcément situer les événements les uns par rapport aux autres. Et puis, il y a cette perte de la mémoire qui est dite antérograde. Et donc, on commence à perdre la mémoire des faits les plus récents. Et puis, ça remonte dans le temps. Donc, au bout d'un moment, il reste peu de souvenirs. La personne sont des souvenirs anciens et des souvenirs qui, pour la personne, puisque c'est les seuls qui restent, sont comme quelque chose de présent. Donc ce que vous dites est tout à fait possible dans le cadre de cette maladie où à la fois les repères temporels et de la mémoire sont complètement altérés. Vous êtes inépuisable, hein, c'est incroyable. Monsieur, si par exemple une protéine défectueuse à cause de l'ARN messager, on peut la remplacer ou apprendre du moins au corps de la détruire pour lui en redonner des protéines qui sont fonctionnelles. Est-ce que ça peut marcher? Alors, quand il y a une protéine dysfonctionnelle, ça peut donner une maladie par plusieurs mécanismes. Il peut y avoir des protéines qui vont perdre leur fonction. Par exemple, une enzyme qui ne va plus fonctionner. Et donc, à ce moment-là, l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut restaurer cette fonction pour corriger la maladie. Et donc, il y a plein d'approches possibles. Une, c'est d'apporter un vecteur, en général viral, qui va exprimer la protéine normale dans les cellules qui en ont besoin. Et à ce moment-là, la protéine dont la fonction est défectueuse va être détruite. Et puis, on apporte la protéine normale et on espère corriger le déficit. Donc ça, c'est la théorie. On a des outils pour le faire. En pratique, c'est quand même, ça reste compliqué parce qu'il faut savoir dans quel type de cellule on a besoin d'apporter cette protéine. Est-ce que c'est un organe accessible? Est-ce que le vecteur y va? Après, c'est de savoir si la protéine, il faut l'exprimer à un niveau
qui est bien déterminé, ou est-ce que ça peut varier? Est-ce que c'est dangereux de la surexprimer, par exemple? Donc tout ça fait que, en pratique, ça reste éminemment difficile. Est-ce que cette protéine a besoin d'être exprimée tout le temps ou bien seulement à certains moments? Donc tout ça, cette question du type cellulaire, du niveau d'expression, de sa régulation au cours du temps, font que les outils disponibles aujourd'hui sont pas toujours adaptés à la question. Donc ça, c'est le versant perte de fonction. Il y a une protéine, elle a perdu sa fonction parce qu'il y a une mutation. Et puis, en particulier dans des maladies du cerveau, on a des protéines qui, elles, peuvent avoir perdu en partie leur fonction, mais surtout qui deviennent toxiques pour les cellules parce qu'elles s'accumulent. Donc il y a des protéines qui sont produites anormalement ou à un niveau, enfin parce qu'elles sont mutées ou parce qu'elles sont produites en trop grande quantité, s'accumulent et entraînent un dysfonctionnement cellulaire. Et ça, c'est ce qu'on observe un peu dans la maladie d'Alzheimer, par exemple, où il y a plusieurs protéines qui s'accumulent, les protéines, un petit peptide qui s'appelle A-bêta et la protéine Tau, qui s'accumulent dans le cerveau de patients et qui est le marqueur, en quelque sorte, de cette maladie. Et là, la question, c'est plus comment est-ce qu'on peut se débarrasser de ces protéines et s'en débarrasser assez tôt, parce que ce qu'on sait maintenant, c'est que cette accumulation de protéines survient des années avant le début de la maladie, avant l'apparition du phénotype. Donc voilà, c'est deux exemples, mais c'est pour vous dire que les protéines jouent un rôle essentiel, mais que très schématiquement, il y a des situations où on voudrait restaurer leur fonction, et il y a des situations où on voudrait faire diminuer leur niveau parce qu'elles sont devenues toxiques par leur accumulation. J'aurais une question à propos des autistes. Est-ce que les autistes, est-ce qu'ils ont juste un tout petit peu conscience de la vraie réalité, parce qu'ils vu qu'ils vivent dans un monde imaginaire? Alors, je ne sais pas s'ils vivent dans un monde vraiment imaginaire. Il y a beaucoup de patients avec autisme qui ont en même temps une déficience intellectuelle. Donc, ils ont une capacité à appréhender le monde et à le comprendre qui peut être perturbé par rapport à la nôtre. Alors, je crois que personne ne sait ce qui se passe exactement dans le cerveau d'une personne autiste. Mais ce qui est sûr, c'est que, l'autisme, c'est un syndrome et qu'il y a plein de maladies différentes qui donnent ce qu'on appelle l'autisme. Et donc, il y a des maladies génétiques, mais il y en a de très nombreuses. Il y a des maladies dont on ne connaît pas la cause. Et puis, il y a des degrés d'autisme qui sont extrêmement variables. Toutes les formes avec déficience intellectuelle. Et puis, des formes dans lesquelles les patients développent des propriétés un peu supranormales, des capacités dans un domaine, tout en ayant des difficultés de communication. Donc je pense qu'à partir du moment où il y a ces difficultés de communication, la représentation de soi et de l'autre est forcément altérée, mais à des degrés qui doivent être très très variables, je pense. En fait, comment ça se fait qu'il y a des enfants qui naissent avec les deux sexes? Et si ils ont les deux sexes, est-ce qu'ils ont les deux caractères, genre ils ont le même... Vrai.
Désolée. Est-ce qu'ils ont la même personnalité, genre les deux j'ai oublié. Mais comment ça se fait qu'il y a des enfants qui naissent avec les deux sexes? Alors, il y a deux éléments. Il y a le patrimoine génétique qui fait que quand on analyse le karyotype, les chromosomes d'un individu, on va pouvoir dire s'il a une formule XX ou XY. Et donc, s'il est XY, c'est un homme, et s'il est XX, c'est une femme, du point de vue génétique. Après, il y a des anomalies des chromosomes sexuels qui fait qu'il y en a 3, 3X, 1X, etc. Où effectivement, là, c'est plus difficile à situer. Mais ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a une ambiguïté sexuelle. Donc, il y a effectivement des anomalies du développement des organes sexuels qui peuvent se produire par des causes qui sont, par exemple, hormonales, puisque selon les déficits de progestérone ou de testostérone pour le sexe masculin ou pour le sexe féminin, c'est d'autres hormones qui vont permettre le développement des organes sexuels. Donc c'est souvent des déséquilibres de ce fait qui ne sont pas forcément d'origine génétique, qui vont aboutir à des enfants qui se retrouvent un peu avec les deux. Mais souvent, les enfants, ils ont quand même un sexe génétique qui est déterminé par leur karyotype. Mais ça, c'est bien, mais ce qui compte finalement, c'est le sexe qu'il s'approprie. Et donc, c'est des questions qui sont quand même vraiment délicates, dans lesquelles je ne suis absolument pas spécialiste, mais c'est juste pour distinguer cette idée de sexe génétique d'un côté qui ne correspond pas forcément au genre et même au sexe apparent de l'individu. Ah, pardon. Je n'avais pas vu que vous aviez une 12e question. Monsieur, j'aimerais revenir dans les zones tropicales. Alors, il y a le paludisme. C'est un virus. Il y a le virus du paludisme. Le paludisme, c'est un trypanosome. Non, c'est quoi? Oui, c'est ça. En tout cas, c'est un micro-organisme qui est transmis par une mouche. Oui, par micro. Et qu'est-ce que vous vouliez savoir? J'aimerais savoir pourquoi, moi j'ai cru que le paludisme c'était un virus et pourquoi on ne trouve pas un vaccin contre ça. Et j'avais aussi une question par rapport à la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est un sérum qu'on injecte, je ne sais pas si c'est ça, mais c'est un sérum qu'on injecte chez un patient atteint d'un cancer, qui élimine toutes les cellules cancéreuses et même les cellules qui ne sont pas cancéreuses. Pourquoi on ne modifierait pas la séquence du gène du sérum pour qu'il n'attaque seulement que les cellules cancérigènes? Bon, vous m'emmenez un peu loin de mes bases, mais je vais essayer de répondre. Le palu, voilà, c'est évidemment Plasmodium. J'avais un petit trou de mémoire. Donc, c'est un micro-organisme qui produit, enfin pas produit, mais qui parasite des mouches, l'anophèle femelle,
et qui est transmis par la piqûre de la mouche. Donc c'est une maladie infectieuse. Et ce qu'on peut dire par rapport à la génétique, c'est qu'il y a une maladie génétique qui s'appelle la drépanocytose. Donc c'est une maladie du globule rouge qui fait que le globule rouge est déformé. Et c'est une maladie récessive dans laquelle les hétérozygotes, donc qui ont seulement une copie de la mutation, sont en général bien portants, mais dans certaines situations, ils peuvent avoir des complications liées à la maladie qui sont en général des thromboses, c'est-à-dire que c'est des coagulations qui surviennent dans les vaisseaux. Ça entraîne des douleurs en particulier. Et puis, il y a les homozygotes qui, eux, sont beaucoup plus sévèrement atteints et qui peuvent faire des épisodes parfois mortels de ces thromboses dus à la forme des globules rouges. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est que cette forme des globules rouges les protège de l'infection par le plasmodium. Et donc, on observe dans les régions là où il y a le plasmodium, donc c'était le pourtour méditerranéen et en Afrique, qu'il y a une sélection positive du gène responsable de la drépanocytose, puisqu'il protège par rapport à l'infection par le plasmodium. Et donc, on trouve très fréquemment dans ces populations des personnes qui sont porteuses du gène de la drépanocytose à l'état hétérozygote ou homozygote, du fait d'une adaptation des personnes qui ont vécu dans ces régions au paludisme. Et la façon de résister, c'était d'avoir le gène de la drépanocytose, et c'est pour ça qu'il a été sélectionné. C'est un des exemples, il y en a quelques autres, de sélection de gènes qui peuvent être délétères chez un individu, mais qui protègent d'un facteur environnemental et qui se développe. Maintenant, vous m'avez parlé aussi de chimiothérapie, non? Oui. Alors, la chimiothérapie, c'est vrai qu'elle s'attaque à toutes les cellules. Et parce que c'est des molécules qui sont délivrées et qui vont en général interférer avec des systèmes dans le noyau de la cellule et de toutes les cellules. Donc l'idée, c'est soit d'arriver à cibler ces molécules vers les cellules cancéreuses, donc avoir un marqueur qui permette de les diriger vers ces cellules. Je crois qu'il y a des progrès dans ce domaine, mais bon, je ne sais pas très bien. Soit des approches actuelles, c'est plutôt d'immuniser les individus contre leur cancer. C'est-à-dire que dans les cancers, le système de défense de l'organisme qui reconnaît le soi du non-soi, c'est-à-dire qui détecte tout ce qui vient de l'extérieur, qui n'est pas soi et qui détruit ces cellules. Si vous injectez des cellules qui proviennent de quelqu'un d'autre chez une personne, elles vont être reconnues si elles présentent à leur surface des molécules du système d'histocompatibilité. Elles vont être reconnues et détruites. Ce qui se passe, c'est quand il y a un cancer, les cellules, elles viennent de soi-même au départ, mais elles ont plein de mutations. On va attendre la fin du... Elles ont plein de mutations qui changent finalement leur signature. Et l'idée, c'est d'essayer de booster le système immunitaire de l'individu pour qu'il reconnaisse spécifiquement les cellules cancéreuses et les détruise. Voilà. Donc je crois que dans certains cas, ça marche. Et donc c'est très prometteur parce qu'effectivement, c'est ciblé
contre ces cellules et pas les cellules normales de l'organisme. Bon, bah, merci à vous. Vous avez posé plein de questions, donc c'était vraiment sympa. Vous m'avez amené sur des terrains que je ne connais pas très bien, donc j'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises. Voilà. Et donc sachez en tout cas que voilà, la génétique est une science intéressante, pleine d'avenir. Et donc je vous souhaite un avenir brillant aussi, à vous, et intéressant.